One, two, three, funky. Bienvenue sur Exclusive, le podcast des cyber TDS. Merci de me rejoindre sur ce format afin de parler de l'univers des webmodèles, créatrices et créateurs de contenu pour adultes. On parle ici d'expériences de vie, de tips entre collègues, de bien-être, de culture, d'events, d'émancipation et bien d'autres sujets dans un espace safe. Moi c'est Nélane, je suis camgirl depuis 6 ans et dans cet épisode, on va parler de militantisme, de féminisme et de lutte sociale pour les droits des TDS. Je vous propose une écoute avec une personnalité résiliente, opiniâtre, diplomate, qui plie mais ne rompt pas. Berthe, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie d'échanger avec toi sur ton parcours, tes idées et ton expérience. Pour commencer, je vais te laisser raconter tes premiers pas dans le milieu militant. Alors, il faut savoir que moi, je viens d'un milieu qui est qui a pas du tout d'éducation politique ou militante, quelle que ce soit. À part vraiment peut-être très légère, mais c'est complètement anecdotique. Donc, c'est quelque chose vers quoi j'ai été amenée très tardivement, plutôt quand je suis arrivée à la fac, autour de 17-18 ans. Et donc, ça a plutôt commencé sur du militantisme plutôt féministe, plus de la recherche d'informations pour moi, qui est devenu de la transmission au fur et à mesure, et puis un peu d'investissement dans certains petits collectifs, petits mouvements. La partie plus, on va dire, syndicalisme, c'est venu un petit peu avec le TDS, mais c'est venu après plus tardivement, justement quand j'ai été en DUT carrière sociale, où du coup il y a une notion de syndicalisme qui peut être assez forte dans certaines formations. Et puis ça a surtout tourné autour de ça, et maintenant, j'ai aussi une petite expérience avec l'association Aide, et en tant que militante et aussi en tant qu'animatrice. Donc pareil, le milieu un peu de la démocratisation de la santé sexuelle, de l'information autour de la santé sexuelle, etc. Ça a été aussi un truc dans lequel j'ai un peu été, dans les centres LGBTI, et aussi maintenant plutôt proche du planning familial, où du coup je fais des actions communes avec eux. Je suis en train d'un peu m'investir plus intensément, on va dire. Ça signifie que en fait t'es arrivée dans le milieu militant un peu avant d'arriver sur le travail du sexe. Ouais. Ou c'est le milieu militant qui t'a introduit au travail du sexe, ou l'inverse? En fait, c'est en suivant des podcasts, des trucs un peu féministes, que je suis arrivée un jour sur un podcast, sur une émission qui était en live pour le coup, qui à un moment anecdotique du truc parle de vente à culotte. Et comme je mixais un petit peu mon intérêt pour les questions féministes avec mon intérêt pour les questions autour de la sexualité, ça a fait tilt direct. Et j'ai fait, tiens, c'est intéressant ça. Et du coup, je suis allée creuser donc le site Vente à culotte. Et en fait, parce qu'il faut s'inscrire si tu veux voir un peu des trucs dessus. Donc je me suis inscrite, j'ai fait un petit peu ma curieuse, j'ai un peu regardé tout ce qu'il y avait, ce qui se passait. J'ai fait en vrai, ça me coûte rien de rédiger un profil. Et puis après, ça me coûte rien de me mettre en live pour voir comment ça se passe. Et puis de fil en aiguille, en fait, tu te mets à proposer des prestations et tout, mais c'est venu assez progressivement. Mais effectivement, c'est venu de mon militantisme féministe. Est-ce que t'as une catégorie en particulier dans le TDS où t'exerces? Je suis un peu touche à tout. Okay. Je suis devenue un peu touche à tout progressivement, mais c'est que j'ai un peu évolué, on va dire. Il faut dire que ça fait maintenant 8-9 ans que je suis TDS, donc ça commence à faire. Donc j'ai d'abord commencé par... je suis restée exclusivement sur VTC très longtemps, où je faisais soit de la cam, soit en show privé, soit en public, soit un petit peu de création de contenu ou des prestations un petit peu genre chat, etc. Et en fait, c'est
par un peu des connaissances de clients, etc. À travers ce que je faisais un petit peu sur ce site, ça m'a amené vers faire des rendez-vous en réel, qui était du mi-escort, mi-domination. C'était un peu un entre-deux très orienté fétichisme ou en tout cas kink très très particulier. En fait, j'ai beaucoup testé et je me suis mise de plus en plus à faire plutôt de la domination. Alors maintenant, c'est quasi exclusivement que de la domination. Donc ça m'a amené un peu progressivement comme ça. Et donc maintenant, je fais du réel en domination. Tout ce qui est virtuel, alors je fais plus trop de cam, mais par contre, je fais toujours de la création de contenu. Toujours sur VTC ou tu t'es un petit peu... Toujours sur VTC, j'ai aussi Swaim. J'ai un peu testé d'autres sites sur lesquels je suis plus à l'heure actuelle, mais j'ai un peu testé d'autres. Est-ce que tu dirais que pour toi, c'est ton activité principale, en fait, de faire de la domination? Vu le peu de clientèle en ce moment, ça va être compliqué. Mais cela dit, oui, c'est mon activité principale. Après, il y a mon autre activité plus salariée. Est-ce que tu as des centres d'intérêt? Je sais que tu aimes beaucoup tout ce qui touche au Moyen-Âge. Oui. je me suis un petit peu renseignée. Ouais, en fait, alors j'ai un peu, oui, des intérêts un peu spécifiques. Histoire de manière globale, mais c'est vrai que Moyen-Âge et Renaissance, c'est des temporalités qui me plaisent pas mal, mais aussi parce que j'ai fait pendant quelques années de l'escrime artistique. Ça mêle le côté un peu théâtral, etc. et les techniques de combat d'époque Moyen-Âge ou Renaissance. Alors je maîtrise plus les techniques Renaissance, mais un peu par défaut. Je faisais de l'escrime au moment où j'ai créé le personnage Perte de l'An. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, en fait, ça fait très dominatrice, le truc avec l'épée, machin et tout. J'ai fait, tiens, je pense que je tiens un truc là, donc je vais essayer de mêler mes intérêts ensemble. Et du coup, ça donne une image très guerrière du Moyen-Âge. Enfin, voilà. C'est clair. C'est vrai. Mais du coup, c'est parce que quand j'ai été chercher un petit peu quels étaient tes centres d'intérêt, etc., j'ai vu qu'il y avait la danse, j'ai vu qu'il y avait l'escrime, et je me mélangeais à ça. Il y a aussi un peu de Moyen-Âge, et je me suis dit, mais en fait, l'escrime et la danse, c'est quand même quelque chose de très chorégraphique, quoi. Oui. C'est très préparé, enfin voilà, il y a une certaine rigueur, tout ça. Alors c'est juste mon interprétation, hein, mais qu'on retrouve aussi un petit peu dans la domination. Il y a ce truc où tout est bien carré, voilà, et je me suis dit, tout est lié. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Il y a le côté rigueur, et puis ce que je vois aussi, je pense, maintenant que tu le dis, en tout cas si on regarde par exemple les danses à deux, enfin les danses de couple, il y a aussi un truc il y a quelqu'un qui va mener ou qui va guider, et il y a quelqu'un qui va suivre. Et en fait, c'est vrai que ça se retrouve beaucoup dans la domination. Donc ouais, je vois tout à fait l'extension de la réflexion, effectivement. Ça m'intéresserait de savoir quelles sont les valeurs que tu défends, et est-ce que toi, en tant que personne, sans parler de ton personnage et tout, est-ce que tu as eu des inspirations dans ton quotidien? En fait, on l'a dit, hein, moi, je peux être très rigoureux sur plein de choses, et du coup, il y a plein de notions, enfin plein de valeurs qui s'y retrouvent un petit peu. Genre juste la base de la base de la pyramide, c'est genre le respect. Mais le respect, ça veut un peu tout et rien dire, mais d'un autre côté, pas tant que ça. Mais c'est respect de la parole, respect de l'écoute de la parole. Là, moi, j'y pense parce que c'est souvent un truc que je mets en avant avec mes clients, c'est que à partir du moment où ils se montrent respectueux et de moi-même et de la procédure dans laquelle on entre, à partir du moment où on prend rendez-vous, en fait, tout ira bien, et c'est mon seul critère principal, je pense, de sélection des clients, c'est qu'ils soient respectueux. Et donc, dès que la personne va sortir du cadre, ne pas prendre en compte correctement ce que je viens de lui dire ou ce que je viens de lui demander, tout de suite, je vais considérer que on n'est plus dans un cadre qui me respecte et qui le respecte lui au final. Et donc, ça va assez rapidement mettre un terme à ce qui se passe. Enfin, j'ai le même rapport dans le milieu du travail plus normé, même si c'est compliqué parce que les gens sont ce qu'ils sont. Il y a aussi le truc de
de la résilience où peu importe combien on va échouer, en fait, on va toujours rebondir de nos échecs. Ou en tout cas, même si on va tomber très bas, en fait, on va toujours réussir à remonter, peu importe la façon, peu importe la manière, peu importe la temporalité que ça prendra, mais il y aura toujours une façon de remonter la pente et de trouver à faire des réussites de ce qui n'en a pas été. C'est intéressant cette notion de résilience parce que c'est vrai que, en fait, en soi, c'est vraiment une philosophie de vie, quoi. Ouais. Ça va beaucoup définir comment on caractérise l'échec. Et c'est vrai que dans notre société, l'échec, c'est un peu la chose qui t'étrangle dans la vie, tu sais. Ouais. Tu te dis, mince, j'ai échoué là, ça fait de moi telle et telle personne, tu rentres dans une catégorie et aussi l'estime de soi, quoi. Et ce qui nous définit. Et un échec, c'est pas ce qui nous définit. Voilà, et c'est cette capacité justement peut-être à rebondir et je sais plus, j'avais lu une phrase qui disait que l'échec en fait c'était de chuter et de ne pas se relever. Ouais. L'idée c'est de continuer à avancer même si ça n'a pas fonctionné de cette manière, on trouvera d'autres manières et c'est vrai qu'on est dans une société unilatérale où en fait on essaie de nous faire rentrer dans un couloir et si tu essaies d'emprunter un autre couloir, t'es un peu stigmatisé. Ouais. Un peu beaucoup, donc ouais, je trouve que c'est vachement intéressant comme valeur. Et puis il y a un truc de la résilience, c'est aussi admettre d'avoir échoué, avoir ce recul et dire bon ok là en fait j'ai fait de la merde ou là vraiment en fait ça va pas et de dire bon ok là je sais que pendant un temps donné ça va pas aller parce qu'il faut aussi avaler le truc quoi. En fait quand on tombe on a quand même le réflexe de mettre les mains devant et de ensuite repousser le sol de soi et en fait remonter et en fait c'est juste ces moments-là qu'il faut réussir à surpasser et après ça ira quoi. Est-ce que selon toi le féminisme passe par le combat? Je pense que le féminisme c'est un combat dans le sens où en fait oui de toute façon on n'a pas le choix que de se battre. Après il y a différentes façons de batailler, différentes stratégies à adopter parce que de toute façon si on veut pouvoir être écouté, si on veut pouvoir mettre à terre le patriarcat, en fait oui ça passe par le fait de batailler pour y arriver, tout comme je pense que le fait que le patriarcat existe et que ça continue d'exister, c'est parce que c'est un combat aussi de la part de ceux qui essayent de le maintenir, qu'on soit en position de défense de notre féminisme ou d'attaque, dans tous les cas on est dans une situation de bataille, de guerre, de combat, tout à l'heure tu parlais de tes débuts dans le militantisme, etc. et que ça avait commencé à l'université, tu me dis si je me trompe. Est-ce que lorsque tu as décidé d'aller pour la première fois dans une action militante, tu étais seule? Est-ce qu'il y a eu une grosse action activiste à laquelle tu as participé sur ces premiers moments où tu t'es investie, engagée dans l'action militante à l'université? Est-ce que tu as un souvenir comme ça qui te revient? Je crois que j'ai beaucoup commencé par des actions très individuelles, soit un peu via des réseaux sociaux ou alors en groupe de classe que je pouvais avoir en abordant la question, en parlant. Et en fait, c'était mes actions de base et c'était déjà très mal reçu pour des trucs très basiques, vraiment. Enfin, voilà. Et par la suite, je me suis un peu plus affiliée à des collectifs locaux, donc des petits collectifs, et avec qui, effectivement, je faisais un peu plus des actions. Je pense que quand j'ai commencé à être un peu plus active sur des actions, je m'outais TDS directement auprès des collectifs en disant j'aimerais bien m'investir avec vous, mais faut qu'on soit au clair sur un truc. Je suis TDS. Et du coup, si on n'a pas le même point de vue, ça le fera pas, quoi. Et du coup, il y avait vraiment ce truc-là aussi mon investissement était conditionné au fait que je sois bien accueillie, en tout cas que mon activité soit pas remise en question au sein du collectif, quoi. Il y a des collectifs où tu as été mal accueillie ou dans le sens où on t'a fait comprendre que ton métier allait poser un problème pour la lutte? En fait, disons que je me renseignais au préalable.
D'accord. À minima, mais effectivement, enfin, ce qui m'a convaincue de m'investir, étonnamment, c'est quand sur une sorte de village féministe, il y avait aussi, par exemple, le mouvement d'Uni qui était présent. Il y avait un stand du mouvement d'Uni. Et donc j'étais déjà TDS à ce moment-là. Je connaissais pas hyper bien le mouvement d'Uni, mais je connaissais un peu leur positionnement quand même. Mais c'était vraiment à mes débuts du TDS et tout, donc j'avais pas toute l'éducation militante TDS et tout qu'il y a. Et donc en fait j'étais allée un peu en mode peut-être la première, j'étais allée un peu me confronter aux militantes du mouvement d'Uni, mais plus en mode question. Mais du coup en fait l'une des questions que je leur ai posées, mais je leur ai dit, mais en fait si un jour il y a quelqu'un qui se présente à vous, je m'étais pas outée directement, hein, et qui se dit travailleuse du sexe, ou j'ai peut-être pas utilisé ce terme parce que sinon elle monte en l'air très vite, mais okay. Donc, voilà, si un jour il y a quelqu'un qui arrive, qui vous dit je fais ça, et en fait je suis hyper ok avec cette activité, comment vous la recevez, etc. Et en fait je m'étais pris un truc en mode, mais en fait les personnes qui pensent qu'elles ont choisi et tout, c'est parce qu'elles sont complètement matrixées par le patriarcat et par la domination masculine. Et là j'ai fait, ah ok. Ok, ouais. C'est bon, ok. Donc je ne suis pas bienvenue. Enfin, si ces personnes, elles sont invitées sur un village genre féministe autour du 8 mars, j'étais en mode, bon, en fait, visiblement, il y a différents féminismes, et visiblement, ce que je représente n'est pas accepté partout. Donc ma procédure, c'était un peu de me renseigner sur les différents collectifs qui existaient et d'essayer de choper les infos quand ça existait aussi, parce que souvent c'est pas écrit. Il n'y a pas de positionnement. En fait, j'essayais de me renseigner si c'était un peu TDS friendly ou pas, quoi. Et donc ça trie très vite les endroits où tu peux militer ou pas. Donc souvent, je suis arrivée dans le militantisme au moment de l'université, mais je me suis jamais inscrite dans des mouvements qui étaient universitaires, parce que souvent plutôt positionnés à boulot. Donc j'étais plutôt investie sur des trucs un peu plus extérieurs. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que je posais directement le fait que j'étais TDS, et que si c'était clivant dans le collectif dans lequel j'arrivais, valait mieux que je ne reste pas, parce que ce serait trop violent pour moi. Moi, il y a plusieurs choses qui me traversent l'esprit là directement. C'est que moi, je me rendais pas réellement compte de la cartographie un peu des assos féministes, etc. Mais de ce que j'entends, de ce que tu me dis, il y a quand même une part importante d'assos féministes qui penchent vers l'abolitionnisme, quoi. Ou c'est moitié-moitié. Ouais, c'est une autre question. Non, je pense qu'il y en a une majorité qui penche vers de l'abolitionnisme. Après, à prendre avec un peu de mesure et de recul, dans le sens où c'est quelque chose qui bouge constamment. Et que, en fait, c'est encore quelques années, quand j'ai commencé dans le militantisme, en fait, la question du TDS n'était absolument pas abordée. C'était un non-dit, ou un non réfléchi, ou mais de toute façon, on se sent pas concerné, donc on va pas l'aborder. Parce qu'on sait que de toute façon, si on essaie de l'aborder, ça va être casse-gueule, quoi. Et il y a aussi de tous les mouvements qui sont un peu subventionnés, ou qui ont des trucs comme ça, qui veulent absolument pas aller là-dessus. Donc, or peut-être maintenant le planning familial depuis quelques années, ou par exemple Aide est pas féministe à la base, mais est assez proche de ces mouvements-là. Nous, tout a bougé pour le coup. Ah ouais, d'accord. Tout a bougé, en tout cas, alors au niveau local, ça dépendait. Pour toutes les petites antennes locales, ça dépendait des militantes qui mettaient en place les antennes. Mais au niveau national, ça a bougé là depuis, je dirais 2 ans. En fait, grâce à l'impulsion aussi des mouvements TDS, hein, on a essayé de les pousser à s'interroger sur leur positionnement, et de capter que en fait, c'était être féministe que d'inclure les TDS. Et du coup, c'est vrai que maintenant, on est régulièrement invités avec nous toutes
On a des prises de parole, etc. Avec elle. Je dis on, je parle à la Fédération Parapluie Rouge. On a co-créé avec d'autres assos aussi l'interrogat féminicide, donc qui s'occupe du décompte des féminicides, donc en incluant notamment les personnes trans et les personnes TDS. En fait, il y a des choses qui bougent. C'est hyper compliqué parce que c'est toujours un sujet casse-gueule et que pour toutes les grands mouvements féministes qui sont un peu justement subventionnés, etc., ça peut être un peu des trucs risqués et que parfois quand on essaye, en fait souvent c'est que la question TDS elle est vraiment mise en dernier parce que leur réflexion c'est que si on veut avancer sur genre même des trucs de base du combat féministe, en fait il faut pas qu'on mette en avant ce truc là, il faut qu'on réussisse à gagner les autres trucs avant. Et il y a aussi cet argument du sacro-saint mouvement unitaire, cadre unitaire. D'accord. Où du coup il faut qu'il y ait un consensus sur le positionnement et qu'il faudrait qu'on ait toutes le même positionnement qui aille dans le même sens. Et en fait, souvent on sacrifie les TDS. C'est clairement, on est parmi les premières sacrifiées de la pensée féministe, outre les personnes trans, les personnes voilées, par exemple aussi, qui est souvent un truc compliqué. On est un peu les dernières de la chaîne. Et en fait, le truc, c'est que c'est un combat constant interne au mouvement féministe aussi, de dire mais en fait on existe, on a le droit d'exister, on est tout autant légitime que les autres personnes de ce combat féministe, et en fait laissez-nous aussi combattre et laissez-nous aussi prendre la parole. C'est énergivore en fait. Ouais. C'est constant et ça demande énormément de ressources. Il faut toujours être présente pour pouvoir montrer qu'on est légitime d'avoir cette place, quoi. C'est ça. Dans le mouvement féministe. Ça me fait écho à une question que je voulais te poser sur justement cet aspect énergivore en fait qu'il y a dans le militantisme. Est-ce que ça vaut le coup en tant que personne, hein, je parle pas de la cause, etc., mais en tant que personne de mettre autant d'énergie sur des causes sur lesquelles des fois on voit pas d'avancée, ou en tout cas on les verra pas de notre vivant. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est une grande question, c'est une question constante dans mon militantisme. Enfin là, ça me fait beaucoup écho en ce moment parce que je suis vraiment dans une période où je suis vraiment épuisée. À l'heure actuelle, j'ai une position plutôt privilégiée dans mon militantisme TDS, dans le sens où je suis salariée pour en faire, donc une sorte de sécurité quand même dedans, mais malgré tout, j'ai aussi une partie bénévole, mais en fait, peu importe le cadre dans lequel tu fais du militantisme TDS, c'est le mouvement militant qui a été le plus énergivore, le plus difficile que j'ai pu avoir. En fait, le truc, c'est que il y a extrêmement peu d'avancées et c'est toujours des trucs genre vraiment minuscules. Et en fait, il y a souvent... il y a même de plus en plus une forme de recul même du peu d'avancées qu'on fait. Il y a tellement de répression. Nos conditions, elles se dégradent tellement et c'est très progressif. Donc en fait, c'est hyper compliqué à appréhender aussi, que ce soit en tant que TDS ou en tant que militant. Mais effectivement, je pense qu'il faut... En fait, c'est là où je me dis que autant je trouve que dans d'autres milieux militants, je trouve que les alliés c'est important, mais alors vraiment dans ce milieu-là du militantisme TDS, c'est pas juste que c'est important, c'est qu'en fait on en a besoin, mais un level extrême, je pense, pour pouvoir nous soutenir en fait quand on est au plus bas, quand on n'y arrive plus, quand on se prend un coup aux nouvelles mesures gouvernementales, etc., qui nous attend encore plus. Et d'ailleurs, je pense que c'est là où je commence un peu à trouver davantage de ressources. C'est parmi les alliés, qui, malgré que ces alliés soient elles-mêmes dans une situation hyper énergivore, etc., en fait, voient bien que c'est largement 15 fois, 10 000 fois plus difficile un peu pour nous, TDS, et du coup, sont en capacité parfois de nous donner un temps de respiration dans notre combat, ou en tout cas un soutien suffisant. En fait, je pense qu'on aurait davantage besoin d'alliés qui nous font la courte échelle, ou qui soient la main sur notre épaule de soutien, qui soient, ce genre de choses-là. Ça donne quand même un indice de l'environnement, de l'ambiance qu'il y a actuellement, tu vois.
parce que toutes les TDS sont pas militantes. Je pense aussi qu'il faut avoir le temps de pouvoir s'y intéresser. Ça peut arriver qu'on soit en précarité ou quoi, et en fait c'est pas la priorité quoi d'aller regarder ce qui se passe dans le milieu associatif et tout. Je parle de moi, ma vision, et sûrement il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que avant que je puisse réussir à sortir la tête de l'eau, financièrement parlant, etc. Ma priorité, c'était pas de m'intéresser aux réponses que je pouvais avoir grâce au milieu militant et tout. Mon seul objectif, c'était gagner de l'argent. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai pu réussir à sortir la tête de l'eau, là, je me suis posé des questions. Là, je me suis demandé, mais alors attends, j'ai un statut auto-entrepreneuse, donc en termes de sécurité, en fait, santé et tout. Tu vois, moi, j'ai été salariée pendant très longtemps, j'avais un système de santé et tout. Là, je me suis dit, ah, voilà, je suis seule dans mon bateau. Si demain il se passe un truc, comment je fais en termes de santé, comment je fais en termes juridiques, tu vois, tous ces trucs-là. Et c'est à ce moment-là où je me suis posé la question, mais vers qui je peux me tourner? Parce que c'est pas facile de se tourner quand on est TDS vers une structure sociale. Ouais. Ça dépend comment on va être reçu, on sait pas trop. Et même si on assume pleinement sa profession, tu vois, bon, ça fait jamais plaisir de se prendre un vent. Tu soulignes un truc hyper important, c'est qu'en fait, être militant, c'est déjà un privilège. Enfin, je trouve que c'est de plus en plus quelque chose qui est oublié dans nos mouvements. Vraiment, les personnes qui peuvent militer, ce sont des personnes privilégiées. Ce sont des personnes qui peuvent trouver le temps déjà d'avoir les informations, de savoir, de comprendre, de connaître, que ce soit toutes les données autour de ce pourquoi on milite. Enfin, déjà les raisons de vers quoi on veut aller, avec qui on milite, à qui on s'adresse, enfin tous ces trucs-là, avoir accès à ces informations-là, c'est déjà un privilège. Savoir trouver les informations déjà aussi, c'est un privilège. C'est-à-dire que t'es en capacité de te dire, bon, je vais aller essayer de faire des recherches, machin et tout. Déjà, ça veut dire que t'as le temps de le faire. Ça veut dire que tu sais comment chercher. Ça veut dire que potentiellement, t'as la situation mentale pour le faire aussi. Et après, c'est aussi une situation matérielle. Effectivement, les personnes qui sont occupées à survivre H24, elles n'ont pas la situation matérielle pour être militantes. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on oublie cet élément-là. Et il faut vraiment pas qu'on l'oublie, parce que sinon, ça veut dire qu'on reproduit une sorte de mépris de classe au sein de nos mouvements. Et donc, faut vraiment pas... Et pourtant, souvent, on est tous anticapitalistes, etc. Enfin, on a conscience de ces trucs-là. La plupart des militants qui militent de manière assez régulière, quotidienne, etc., on a cette culture-là. Peut-être qu'il faut qu'on n'oublie pas que les autres personnes ne l'ont peut-être pas, et qu'il faut aussi qu'on se repositionne, nous, en tant qu'être en capacité de donner ces capacités-là aux personnes si elles le souhaitent, de ne pas leur imposer non plus, de ne pas leur reprocher de ne pas être militante. Et c'est hyper important de vraiment pas l'oublier. Parce que, de fait, dans le mouvement TDS, on sera toujours très peu, parce que justement c'est un privilège de pouvoir militer, et donc ça veut dire que on peut pas, en fait, c'est aussi un peu une malédiction. Ça veut dire qu'on est très peu à devoir porter la charge du militantisme, etc. Mais d'un autre côté, si on est en mode mais en fait pourquoi toi tu milites pas alors que en fait toi aussi t'es TDS machin et tout, mais en fait la personne elle milite pas parce qu'elle peut pas. C'est juste point. C'est voilà. Peu importe comment ça peut nous peser à nous, c'est comme ça que ça se passe. Et après, c'est juste essayer de donner la possibilité aux personnes de pouvoir militer à notre côté, à leur échelle, et de leur donner accès à l'information. Et voilà. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de donner les moyens aux gens de pouvoir être militants, etc. Alors moi j'ai un petit peu évolué dans le monde associatif et militant, etc. hors TDS. J'ai l'impression que juste militer à un moment donné quand on veut faire un pas de côté ou être plus en retrait pour une question, diverses questions, santé mentale, etc. En fait, on a vite l'impression d'être le chat noir. Comme si, en fait, prendre le temps d'avoir du recul sur pourquoi on le fait, etc., c'était un peu mal vu, et qu'il fallait absolument foncer tête baissée, parce que déjà, on n'est pas beaucoup, ou en tout cas, il y a peu de moyens sollicités. Donc, le peu de moyens qui sont là, humains, enfin voilà, ça doit foncer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai évité de trop être
dans ce schéma-là parce que moi, en tant que personne, j'ai besoin de continuer à avoir mes libertés et de faire des mouvements de va-et-vient, tu vois. Mmh. J'ai l'impression, en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu, qu'il y avait cette pression un peu. Ah, mais tu viens pas sur cette manifestation. Ah, mais tu vas pas être là pour tel événement. Et en fait, ça culpabilise, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que une fois qu'on est rentré dans le militantisme, c'est compliqué d'en sortir. Ouais, bah, puis en fait, en plus, tu soulignes un truc, en vrai, c'est extrêmement validiste aussi, tu vois. Je veux dire, en fait, on n'a pas tous les mêmes capacités, il faut le prendre en compte. Mais oui, je pense que, en fait, le truc avec le militantisme, c'est qu'on est souvent pris dans une sorte d'urgence, mais dans une urgence constante, ce qui déjà est extrêmement malsain, techniquement, pour la santé mentale des personnes qui s'investissent, hein. Mais je pense que quand on arrive là-dedans, on le sait à peu près, dans une certaine mesure en tout cas. Mais vraiment dans une certaine mesure. Mais effectivement, en fait, il y a ce sentiment d'urgence constant et qui, du coup, parfois, justement, ne prend pas ce recul alors qu'on devrait le prendre. Parce que, en plus, je pense que le militantisme, il sert pas à grand chose si on est toujours dans une forme de réponse et pas dans une forme de construction. C'est-à-dire que si on passe notre temps juste à répondre à des attaques, certes, on va essayer de se protéger au maximum et mais en fait, c'est comme être en état de siège. C'est-à-dire que si on est juste tout le temps en réponse, on est sur la défensive en fait, il y a un moment où on le brise jamais le siège. Puis il y a un moment, faut y aller, mais faut construire. Faut construire les armes, des stratégies, il faut construire le prochain château vers lequel on va avancer. Faut construire le pont pour traverser la rivière, faut construire. Enfin, je donne des images là comme ça, Oui. mais et en fait, souvent, je pense qu'on se pose pas assez pour construire et on est trop dans de la défense, dans de la réponse et dans de l'urgence. Et je pense que parfois, en fait, c'est pas grave si on répond pas à l'urgence. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais peu importe. Mais je pense qu'il y a des fois, il faut qu'on sélectionne les urgences auxquelles on répond et celles auxquelles on répond pas. Les moments où on va pas répondre, en fait, c'est des moments où on va construire. Et du coup, le fait qu'on construise des choses, progressivement, ça va faire que peut-être il y aura moins d'urgence. À un moment, ça va fonctionner, ça va être très lent, ça va être très énergivore aussi, mais ce sera énergivore d'une autre manière. C'est-à-dire que ça sera énergivore avec une notion d'espoir plus loin. Alors que si on est tout le temps dans l'urgence, on va être tout le temps dans le désespoir parce qu'on va être tout le temps dans le mode mais en fait on n'y arrive jamais, on est tout le temps dans l'urgence, on se défend mais en fait on a que la moitié de nos armes, on se défend et puis en fait parfois on n'a plus d'armes du tout, on est obligé de combattre à main nue et en fait du coup on se blesse plus facilement. Je pense que souvent c'est un truc qu'on oublie, notamment dans les mouvements militants dans les mouvements militants TDS. Parce qu'il y a tout le temps des urgences, parce qu'en fait c'est tout le temps une question de survie. Alors que on voit bien que quand on construit petit à petit, notamment sur des actions plus locales par exemple, il y a des choses qui bougent, c'est des petits pions qui bougent au fur et à mesure, mais au final, on voit bien que par exemple sur tout ce qu'on a un peu gagné avec les mouvements féministes en nous incluant, ça s'est gagné par des petits pas. Par un début, des petites discussions, des petites sensibilisations, des petits trucs. Et puis en fait, il y a de plus en plus de militantes féministes qui se sont dit ah mais tiens, mais en fait on n'aborde pas du tout la question du TDS, il faut qu'on le fasse, machin. Et ça a grandi. Et on voit bien que on a de plus en plus de militantes sur des mouvements plus locaux ou sur des syndicats locaux aussi, parce que ça syndicalement aussi, sur les mouvements syndicaux, ça marche aussi pas mal comme ça, j'ai l'impression, où ça vient un peu de la base et puis après ça remonte. Et ça, c'est des trucs qui fonctionnent et c'est pas de la gestion d'urgence, c'est de la gestion, c'est de la construction, purement et simplement. Et en fait, on voit bien que ça fonctionne la construction quand on y réfléchit et quand on le fait étape par étape, etc. Il n'y a pas de raison parfois que de répondre aux urgences. Et en plus,
ça donne davantage la place aux personnes qui peuvent pas être militantes autant que moi je suis militante, autant que d'autres sont militants. Et donc, ça permet à des personnes qui ont de moindres moyens d'être militantes, de pouvoir être militantes mais par petites touches. Genre tenir un stand sur un village féministe. Alors selon les personnes, ça n'a pas le même niveau d'exigence d'énergie, de santé mentale, etc. Mais parfois, tu vois, tenir un stand, c'est une petite action locale, occasionnelle, etc. Mais en fait, quand tu tiens un stand pendant une matinée ou une journée, en fait, tu vas rencontrer plein de personnes qui vont te poser plein de questions et qui vont faire leur petit bonhomme de chemin. Et puis en fait, peut-être cette personne-là, en fait, elle bosse dans le syndicat d'à côté. Et donc, elle va amener la question dans le syndicat. Et en fait, du coup, les gens du syndicat, ils vont dire « Ah tiens, mais c'est intéressant, on va peut-être un peu en discuter. » Puis après, ils l'aborderont dans une plus grosse réunion. Parfois, c'est vraiment des petits trucs. Et ça fait des trucs énormes à la fin. Ouais, c'est faire germer la graine. Ouais. Est-ce que à l'heure actuelle, il y a des moyens de pression sur l'État ou des structures qui représenteraient l'État pour pouvoir être un peu plus considérés ou pris en compte sur des questions de militantisme TDS? Dans les moyens de pression qui peuvent exister, c'est montrer l'inefficacité de leurs mesures, donc de leurs mesures répressives dans le cas du TDS pour le coup. Et montrer que ça fait plus de victimes que ça n'est censé en sauver. C'est horrible d'aborder les choses de cette façon-là, en disant en fait vous nous faites mourir, du coup peut-être arrêtez de nous faire mourir, mais montrer à ces personnes-là qu'en fait leur positionnement débile auquel ils n'ont pas vraiment réfléchi en fait, ça a des conséquences et ça a des conséquences extrêmement graves et ça a des conséquences mortelles. Les mesures répressives envers les TDS, à la base, ça vient d'un positionnement purement moral. Oui. Si on se base sur de la morale, en fait, ce que tu fais, moralement parlant, c'est de la merde. Faut retourner ce truc-là. Je pose cette question parce que dernièrement, j'ai lu un article qui parlait d'une TDS, je crois que c'était au Canada. Je sais pas si l'histoire, elle te dit quelque chose là tout de suite ou pas. Je crois qu'il y avait un certain nombre de lois contre les droits des TDS qui devaient passer au Canada. Il y a eu cette TDS justement qui est allée au Parlement, ou je sais plus ce qu'ils ont là-bas comme structure, voilà. Et en fait, qui a menacé de commencer à donner des noms si cette loi passait. Et au final, la loi n'est pas passée, quoi. C'est un moyen de pression assez radical, agressif, mais qui a eu l'air de fonctionner. Qu'est-ce que toi t'en penses? En vrai, moi je serais grave pour ce genre de stratégie. Moi, volontiers, franchement, volontiers. En fait, le truc, c'est que c'est risqué un petit peu. Enfin, ça dépend comment on le voit. Mais souvent, les personnes politiques qui sont nos clients ou nos clientes sont souvent, en fait, des alliés, mais des alliés de l'ombre. Donc, c'est peut-être là le risque. Mais je me rends pas compte parce que moi, j'ai pas de clients politique connue pour le coup, enfin pas ma connaissance en tout cas. Donc je sais pas, faudrait en discuter avec les collègues, j'imagine. En dehors de ça, concrètement, je pense que c'est une stratégie moi qui me plaît beaucoup. Tout comme j'avais beaucoup apprécié aussi l'action qu'avait fait Icy Diamond. Il y avait un bal des fiertés à la mairie de Paris. Et donc, elle avait clairement communiqué autour du fait qu'elle allait y aller. Elle a un peu communiqué des trucs en mode j'ai fait du TDS dans les toilettes du bal des fiertés de la mairie. Et donc, techniquement, la mairie de Paris est proxénète. Alors, autant autour de cette action-là, il y a eu pas mal de trucs moins cool, mais sur le principe même de cette action, c'est incroyable. Déjà, c'est extrêmement badass, franchement. Elle y est allée toute seule et elle y est allée à fond, quoi. Vraiment, je l'admire beaucoup pour ça. Et en fait, je pense que, moi, j'aime bien ce type d'action. C'est des actions qui peuvent être risquées à titre individuel parce qu'en fait, on ne sait pas si on peut finir en garde à vue, etc., sur des trucs comme ça. Mais de mon point de vue, si on est vraiment sur de la stratégie, je pense que il faut à la fois des actions un peu comme ça, très coup de poing, très choquantes, choquantes. Ça dépend pour qui, mais qui interpellent beaucoup. Et puis je pense qu'il faut en même temps, en addition à ce truc-là, des actions qui sont plus vraiment de plaidoyer politique
de aller discuter avec les députés, avec les sénateurs, avec d'autres institutions et d'essayer de justement faire de la construction avec eux. Il faut un mix des trucs qui interpellent vraiment de manière très forte avec de la construction. Et alors le truc, ce qu'il faut réussir à manier, c'est que que les deux types d'actions ne se dégomment pas l'une l'autre. Oui. C'est là où parfois ça peut être un peu plus compliqué. Moi, je pense que c'est deux méthodes d'action qui fonctionnent et qui, quand elles sont bien menées ensemble, peuvent faire beaucoup d'effets. Avant qu'on parle de ton engagement sur la fédération, j'aimerais juste qu'on parle un peu de l'emblème qui est rattaché au milieu TDS, en tout cas à la lutte pour les droits des TDS. C'est le symbole du parapluie rouge. Oui. Le parapluie rouge est devenu un symbole important pour la lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs du sexe. Il a été utilisé pour la première fois en 2001 à Venise. En 2005, le Comité international des travailleurs du sexe en Europe a adopté le parapluie rouge pour un symbole de la résistance contre les discriminations. Ce fameux symbole du parapluie rouge que reprend la fédération. Ouais. Toi, tu as un engagement et des missions sur la fédération parapluie rouge. Tu es un membre actif. Alors, je suis coordinatrice. Alors, si on dit le poste entier, c'est un truc genre coordinatrice chargée de l'interasso et du plaidoyer, donc de la Fédération Parapluie Rouge. En fait, en gros, la Fédération Parapluie Rouge, c'est une fédération qui est composée de la majorité des assos communautaires et de santé qui accompagnent les TDS en France. À l'heure actuelle, on est une quinzaine d'assos et de collectifs, dont Paloma à Nantes, Griselidis à Toulouse, le Stras, enfin voilà, d'autres Acceptesté, le PAST, les Roses d'Acier. Et du coup, ça s'appelle Fédération Parapluie Rouge depuis 2014, quelque chose comme ça, mais avant ça s'appelait le collectif Droit et Prostitution. Donc c'était né pareil d'un regroupement d'assauts et de structures pour faire du plaidoyer politique dans l'idée de défendre les droits des TDS. Et donc ça s'est toujours appuyé sur l'action de terrain et sur les enjeux rencontrés sur le terrain. Donc la base de ce qui est fait à la Fédération Parapluie Rouge, c'est d'avoir des retours de terrain des assos, d'échanger autour de ça et puis d'avoir des échanges de pratiques, enfin ce genre de choses, et d'utiliser ces retours de terrain pour faire du plaidoyer auprès des politiques, auprès des institutions, enfin auprès de toute personne vers qui on peut échanger et essayer d'amener des changements. C'est pas excluant que qu'on fasse des événements pour les TDS. On va plutôt soutenir des assos, nos assos ou nos collectifs qui font des événements pour les TDS. L'action principale, c'est celle du plaidoyer. Du coup, ça va plus aller dans ce sens-là. Mais cela dit, en fait, le plaidoyer, ça sous-entend que, en fait, on va mettre en avant aussi les TDS du terrain ou qui représentent certaines communautés de TDS, etc., en fonction des enjeux, voilà, et d'essayer de leur donner un espace de parole dans les institutions. Enfin, c'est quand même d'une certaine façon à destination des TDS, mais ça va être vraiment centré sur le plaidoyer. Mais du coup, ce qui n'est pas excluant de former des TDS au plaidoyer pour qu'elles puissent venir avec nous faire des trucs. Moi, j'essaye de plus en plus de faire en sorte que justement la Fédération Parapluie Rouge ce soit un espace où on fait vraiment monter les gens, ou des gens qui n'ont pas de culture militante, politique ou quoi que ce soit, enfin des TDS, en fait puissent quand même prendre la parole et puissent amener des choses et puissent avoir une place justement dans les discussions avec les institutions. Enfin, en fait, il faut que ce soit directement, alors je suis moi-même concernée, mais il faut que ce soit directement les concernés qui parlent aussi, et parce que c'est plus intéressant aussi du point de vue de l'échange et du point de vue du plaidoyer qu'on fait, d'amener directement les personnes qui vivent les situations à en parler aux personnes qui sont censées faire changer les choses. Et donc, de plus en plus, j'essaye d'amener des personnes qui sont pas du tout dans du militantisme à la base, mais qui ont envie d'un peu comprendre, d'un peu prendre la parole, d'un peu faire des choses, de participer à leur manière, qu'elles aient une place au sein de la Fédération Parapluie Rouge et qu'elles puissent, s'empouvoirer, et deux, empouvoirer le reste de la communauté. L'une de tes missions, en tout cas en tant que coordinatrice, c'est de pouvoir amener le public, je me comprends, sur une participation qui soit pas juste en observation,
mais sur une participation qui soit active, quoi. De passer du passif à l'actif. Bah, ça fait pas partie techniquement de mes missions, enfin c'est pas dit en tant que tel, mais je considère que ça fait partie de mes missions parce que c'est comme ça qu'on fait un meilleur plaidoyer, pour le coup. C'est vrai que la Fédération Parapluie Rouge, la complexité du truc, c'est que c'est les membres de la Fédération Parapluie Rouge, c'est les assos. Et donc après, en fait, ça va aussi dépendre des assos de qui elles envoient pendant les réunions, pendant le suivi des situations, etc., de ce qu'on fait. Ça va dépendre aussi dans les assos ou dans les collectifs, quelle place les assos laissent aux personnes pour participer aussi à ce que fait la fédération. Mais cela dit, j'ai quand même une mission, entre guillemets, garantir l'espace de parole pour les personnes concernées le plus à même de, sur certains sujets, être légitime à le faire, etc., ou en tout cas qu'elle puisse accéder ne serait-ce qu'à l'information de ce qui est fait au sein de la Fédé, et ne serait-ce que juste pour de l'information basique, parce que parfois c'est juste ce que les personnes veulent. Donc après, c'est un travail de longue haleine, parce que ce soit les assos ou que ce soit la Fédé, c'est à la base un espace plutôt fermé, de personnes militantes, parfois militantes salariées. Et du coup, il y a un truc de peut-être que je pense que pendant trop longtemps, on a gardé un peu cet espace un peu trop fermé, et qu'il y a vraiment un enjeu à l'ouvrir, même si ça sous-entend beaucoup plus de charge de travail aussi pour les personnes qui coordonnent, donc genre moi par exemple. Mais je pense que c'est important qu'on ouvre, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup resté entre guillemets entre nous, c'est-à-dire entre membres et entre personnes qui savons de quoi on parle, parce que on a l'habitude, parce que machin, parce que on a plus les codes de ce militantisme-là, de comment on fait du plaidoyer, on a plus le vocabulaire, etc. Et moi, je pense qu'on n'a pas laissé l'espace assez ouvert, et on s'en rend de plus en plus compte. Et je pense que là, on est même à un tournant d'évolution de la Fédé où il faut absolument qu'on ouvre notre espace, mais que ça reste un espace safe aussi, et que ça reste un espace aussi efficace pour faire du plaidoyer. Donc c'est très très compliqué, mais je pense qu'on est à un moment de transition où il faut qu'on le fasse. Tu me corrigeras si je me trompe, hein, mais de ce que j'en ai compris et de ce que tu as expliqué tout à l'heure également, c'est que on a une multitude d'associations qui se regroupent sur la Fédération Parapluie Rouge. Mais la Fédération Parapluie Rouge n'accepte pas toutes les assos, il faut rentrer dans le cahier des charges, c'est ça? Ouais, il y a des conditions d'entrée pour les assos ou les collectifs, où il faut qu'il y ait à peu près 2/3 de représentation de TDS, donc des personnes TDS impliquées et dans la prise de parole, et ou dans la prise de décision qui concerne l'asso ou le collectif, et en tout cas qui soit salarié ou bénévole au sein de l'asso ou de collectif, parce qu'on considère que on est là pour mettre en avant la parole des personnes concernées, et qu'il n'y a que les personnes concernées qui savent mieux que les autres ce qu'il faut faire, ce dont elles ont besoin, comment le faire. Et de toute façon, c'est pour ça qu'on appelle nos assos des assos communautaires, c'est parce qu'elles sont composées de la communauté TDS. Et c'est pour ça aussi qu'en termes organisationnels, il y a 2 temps spécifiques au sein de la Fédé. Il y a des temps de réunion uniquement pour les membres de la Fédération Parapluie Rouge, et il y a des temps de réunion qui sont dits ouverts aux alliés. Et donc les alliés, c'est par exemple planning familial, aide, médecins du monde, etc., mais qui ne sont pas du coup des structures communautaires au même sens que les nôtres, et du coup qui vont plus être en soutien de nos structures, et qui vont être plus là, oui, pour soutenir les actions qu'on mène, et moins avoir de prise de décision concrètement. On considère que c'est les TDS qui dirigent là où on veut aller, la stratégie, etc. Du coup, ça pourrait être apparenté à des collaborateurs, des partenaires? Oui, c'est ça, c'est des partenaires, ouais. Dans la Fédération Parapluie Rouge, est-ce qu'il y a une équipe, alors moi j'appelle ça une équipe technique, mais vraiment une équipe salariée, où ça fonctionne principalement que sur des volontaires?
Alors, à l'heure actuelle, on est 2 salariés, donc moi-même et mon collègue qui est plus sur des aspects de recherche de fonds et un peu de coordination technique pure et dure, d'administration, etc. Et après, ça repose beaucoup sur soit des personnes bénévoles, comme les personnes qui sont au conseil d'administration, ou les personnes porte-parole, par exemple, ou alors sur du principe de volontariat des associations et collectifs membres. Et donc ça dépend selon les thématiques qu'on aborde, ou selon les urgences du moment, ou selon, enfin, voilà, ça dépend de plein de choses. Et donc souvent, il y a quand même une personne ou deux qui sont un peu assignées à représenter les assos pendant nos réunions. Donc souvent, il y a un peu des personnes référentes par asso. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent un petit peu organisé comme ça. Et est-ce que la Fédé fonctionne avec les subventions de l'État ou des donations? Je sais qu'il y a un fonds, c'est le Red Umbrella Fund. Pour l'instant, on n'est toujours pas financé par le Red Umbrella Fund. Alors, on n'est pas du tout subventionné par l'État ou quoi que ce soit, évidemment, parce que on va pas du tout dans le même sens que le positionnement abolitionniste, et du coup, on est même complètement en opposition, donc évidemment qu'on n'est pas subventionné. Le seul truc qu'on a réussi à avoir au moment de l'épidémie de monkeypox, mais ouais, c'est pas exactement une sub, mais ça ressemble un petit peu, où on a pu, en fait, c'est la Fédé qui a reçu l'argent pour redistribuer aux assos ou plus individuellement à certaines TDS. C'était pour financer des chèques services pour indemniser les personnes qui avaient dû arrêter de travailler pendant un certain temps en raison de l'épidémie. Ce qui est déjà quand même une victoire en soi, parce qu'au moment du Covid, il y avait eu le même principe de chèque service, mais l'État n'avait pas voulu financer directement les associations communautaires. Et donc c'était passé par Médecins du Monde, qui est moins identifié, TDS, etc. Et encore, on n'avait touché qu'une minuscule partie du truc. Le reste était allé au mouvement d'Uni, à l'amicale d'Uni. Donc, voilà. Ah ouais. Donc ouais, donc c'est vrai que quand on a eu un peu cet argent de l'État il y a quelques années, qui n'a pas du tout contribué à notre fonctionnement, hein, qui était juste vraiment pour indemniser des personnes, c'était déjà une grosse victoire quand même. Et je pense que c'est le seul argent public qu'on a gagné. Et le reste, ça vient du privé, quoi, ou alors des laboratoires. Parce qu'il y a toujours un peu des financements liés santé, VIH, etc. Et sinon, on est financé par SIDAction, principalement sur le fonctionnement. On a réussi à participer à un projet européen aussi, donc on a un peu d'argent de la Commission européenne. Mais voilà, donc c'est très compliqué de trouver de l'argent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un poste salarié dédié à trouver de l'argent. Enfin, pas que à ça, mais beaucoup là-dessus. Parce que c'est très compliqué, étant donné que notre activité étant essentiellement sur de plaidoyer, c'est pas quelque chose que les financeurs veulent soutenir. Donc c'est toujours très compliqué. Tout à l'heure, tu parlais d'un projet européen. Est-ce que du coup la Fédé elle a un rayonnement européen, voire mondial, ou... On est régulièrement en lien avec ESWA, donc qui est le réseau européen des assos TDS. Du coup, en dehors effectivement du projet pour lequel on est financé et de notre lien avec ESWA, on n'a pas forcément de rayonnement européen ou international. En fait, on a déjà tellement de travail à fournir juste sur une échelle nationale qu'on n'a pas les moyens de faire plus. Et même à l'échelle européenne, on est quand même l'un des pays les moins gâtés politiquement parlant, en termes de répression, etc. C'est quand même costaud, donc voilà. Pour toi, il y a quel pays pourrait être en fait en matière de droit des TDS un peu plus ouvert en Europe? En Europe, du coup, maintenant, on a la Belgique qui a décriminalisé du coup récemment, et où j'ai l'impression que, en fait, globalement, l'exercice du travail du sexe est plutôt plus facile qu'en France. Après, c'est difficile de se rendre compte. En fait, j'ai pas testé moi-même, hein, mais voilà. Après, c'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup plus libre et du coup, c'est plus réprimé. Donc ouais, je pense à la Belgique. Il y a peut-être éventuellement la Suisse, mais qui est
dont le régime est un peu différent parce que c'est un régime réglementariste et pas des crimes. Donc en fait, il y a un cadre spécifique, mais c'est déjà en termes d'accès au droit, c'est déjà plus facile quand même, j'ai l'impression. Donc ouais, là c'est les deux pays que j'identifie, peut-être Pays-Bas et Allemagne, mais Allemagne, j'ai pas trop, j'avoue que j'ai pas creusé. Pays-Bas, le fonctionnement est un peu particulier parce que c'est par district ou par région, ouais, quand il y a un truc de territoire. Donc ça dépend. Je pose la question parce que, en fait, c'est vrai qu'en France, pour revenir sur des problématiques très palpables en termes de système bancaire, par exemple, c'est hyper compliqué de se déclarer TDS et d'avoir un compte, tu vois. En termes de santé, j'en parlais tout à l'heure, mais les mutuelles, tout ça, moi je sais que c'est la première chose que je me suis posée comme question, c'est sous quelle mutuelle je peux aller si jamais demain je tombe malade et que je peux pas travailler pendant un mois. Bon bah ok, j'ai mis de côté, mais si je peux avoir une mutuelle en plus, ce serait bien. Le logement aussi. Alors là, le logement, n'en parlons pas, c'est encore pire. Je sais que en termes de TDS virtuel, ou en tout cas j'en ai pas connaissance, il n'y a pas cette problématique de se faire éjecter de chez soi si jamais on découvre que je fais du travail du sexe. Mais si jamais je fais du réel, tu me corrigeras, hein, là il y a une chance que mon propriétaire il soit considéré comme proxénète ou quelque chose comme ça et que je sois obligée de quitter les lieux parce que lui il peut avoir des problèmes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et après, il y a des choses un peu plus... alors, moi, ça me concerne pas dans l'immédiat, mais la retraite, à un moment donné, on va falloir se poser la question, quoi. Pareil pour le service juridique, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. En France, c'est compliqué, quoi. Et je me dis, est-ce que dans un autre pays, ce serait peut-être plus facile ou en tout cas, je serais un peu plus considérée en termes de droit. Moi, je t'avoue que en tant que TDS virtuel, c'est une question que je me pose, tu vois. Parce qu'en fait, je paye des impôts. Pour le coup, je paye mon URSSAF aussi et j'ai pas droit à ce qui est pour moi normal quand tu payes des impôts et toutes les cotisations qui vont avec, tu vois. Ouais. Le travail du sexe virtuel, ça devient de plus en plus compliqué. En fait, il n'y a pas vraiment de régime protecteur parce que c'est de l'indépendant le régime indépendant est pas protecteur du tout. Et en plus, considérant que c'est une activité potentiellement créatrice de fraude, de blanchiment, etc., les banques sont hyper frileuses, pour le dire de manière gentille. Concrètement parlant, il y a un gros travail de plaidoyer à faire sur la question du travail du sexe virtuel, de pouvoir protéger les TDS et des plateformes et des volontés d'exploitation de certains mecs. Et donc ça, je pense qu'il y a clairement un travail de plaidoyer à faire et des protections qui existent davantage. Et effectivement, sur l'accès au droit, qu'on soit TDS virtuel ou en réel, c'est une catastrophe. Ouais, on peut pas avoir de banque, on peut pas avoir de logement, on peut pas avoir de partenaires ou de relations, ou d'amis ou de femmes. Enfin, on peut rien, on peut pas avoir. En fait, toutes les personnes qui constituent notre entourage sont considérées comme nos proxénètes, même si elles nous exploitent pas, même si, pour la blague, techniquement, mon chien est mon proxénète, quoi. Enfin, je veux dire, je paye ses croquettes avec l'argent du TDS. Comment on fait Et donc, ouais, c'est hyper compliqué. Déjà, ça va avoir déjà, ça nous isole. Et en fait, on peut très vite se retrouver dans la merde si la banque a décidé qu'elle nous virait du jour au lendemain, si le propriétaire a décidé qu'il nous virait du jour au lendemain. On peut même pas vraiment porter plainte, en fait, parce que si on va porter plainte, en fait, ça va être mais madame, vous avez pas été violée parce que c'était une prestation tarifaire, voilà, ou alors, j'ai vu tellement de trucs hyper lunaires, même de l'accès à la santé, c'est hyper compliqué parce que t'es jugé par l'infirmière, par le médecin, par le gynéco, par machin. Mais pour le coup, il y a un enjeu aussi à former les professionnels du social ou de la santé à accompagner les TDS et à comprendre qu'en fait, juste tout est contre les TDS et que si on veut pouvoir accompagner les TDS, il faut avoir conscience de ce truc-là, que juste y a rien qui va jamais dans le sens des TDS, que y a rien qui leur permet d'avoir un accès effectif au droit et que donc de toute façon il faudra batailler dans chaque étape de la vie et dans chaque seconde et voilà. Moi je pense que ouais, il y a un gros enjeu de formation des professionnels qui nous accompagnent et que oui effectivement on n'a pas d'accès au droit.
Techniquement, la décrime, c'est la meilleure voie possible pour un accès au droit. Est-ce que si on abroge la pénalisation des clients, donc du coup, ça sous-entend qu'on n'est plus dans une semi-forme d'illégalité, et aussi si on garantit un accès effectif au droit, un cadre avec où on rentre dans le code du travail, où du coup on peut se défendre aussi à travers ce code du travail. Voilà quoi. Je te donne une situation typique là qui peut m'arriver si je suis TDS virtuel, genre si je dois aller porter plainte parce qu'on a volé du contenu ou ce genre de choses. Est-ce que si je suis membre d'une asso, on exclut la Fédération Parapluie Rouge là parce que c'est pas la question. Il peut y avoir cet accompagnement. Je peux avoir quelqu'un qui va m'expliquer comment faire, ou qui peut peut-être même aller m'accompagner au commissariat si j'ai besoin d'aller porter plainte, ce genre de choses. Parce que moi, souvent, ce que je vois passer sur Twitter et tout. Et toutes ces plateformes, c'est que on a des collègues virtuels, moi je parle de mon cas, qui se font voler leur matériel intellectuel, donc les vidéos, etc., qu'elles mettent en ligne, et que derrière, alors oui, il y a le recours judiciaire, tu vois. Comment toi, en tant que TDS, t'as la capacité d'aller ou pas, en face de qui tu vas tomber, enfin, tu vois, tout ce truc dans lequel on est déjà conditionné de TDS, donc du coup, tes droits, tu peux te les mettre où je pense, et on va pas avoir quelqu'un de compatissant en face de soi. Là, ma question, c'est si je décide de me mettre dans une asso, est-ce qu'il y a cette possibilité que quelqu'un m'accompagne, quoi? Alors déjà, même sans être membre de l'asso, a priori, t'as le droit d'être accompagné par l'asso. Après, alors il y a des assos qui sont plus centrés sur certains publics ou certaines communautés de TDS. Mais sinon, globalement, on peut toquer à la porte d'une asso TDS ou même d'une asso alliée. Par exemple, le planning familial, par exemple, dans le cadre de ces actions, peut tout à fait justement accompagner sur un dépôt de plainte. D'accord. Mais même aide, alors aide, c'est vrai qu'elle a plus un côté santé et un peu moins social, mais par exemple, j'imagine que ce serait possible. Mais donc oui, tu peux tout à fait dire, bon bah voilà, je suis TDS, je suis virtuelle, je rencontre cette situation, j'aurais besoin qu'on m'accompagne pour ça, et les assos vont t'accompagner pour le faire, selon voilà les modalités, etc., selon leur capacité à elles, parce que en fait toutes les assos sont surchargées, ou alors en tout cas que tu sois guidé sur comment tu peux faire. Il y a souvent quand même un service juridique ou en tout cas un contact d'avocat dans les assos. Tu vois, il y a des référents locaux aussi selon les assos, les structures, du coup qui peuvent aussi faire de l'accompagnement ou orienter, etc. Enfin, à échelle locale, en région centre, c'est un peu ce que je fais par exemple, c'est-à-dire que je mène quelques actions un peu de permanence ou de goûter de pute, mais du coup, dans le cadre de ces trucs-là, je réponds aux personnes sur des questions administratives, sur machin, mais je fais aussi des accompagnements. Enfin, j'ai déjà fait des accompagnements aux urgences, ou alors pour aller porter plainte. Donc ouais, enfin, je veux dire, c'est carrément possible. Est-ce qu'il y a un outil ou quelque chose qui permet de cartographier un peu les assos qu'il y a de façon nationale sur le territoire? Alors, j'ai 2 outils en tête. Le premier, le principal, qui me semble hyper important, c'est Jasmine. Ok. Et une application et un site. Et c'est alors sur le site, il y a plein d'infos sur les droits, sur justement pour aller porter plainte, etc., etc. Et puis, c'est un peu traduit dans vraiment beaucoup de langues en plus, donc c'est hyper accessible. Et c'est aussi un système d'alerte. Enfin, en fait, il y a plusieurs, c'est composé de plusieurs trucs, mais il y a un annuaire avec une carte, voilà, où du coup, tu peux aller voir un peu les services qui existent, qui peuvent t'accompagner selon tes besoins, sur quel territoire. Et donc, c'est aussi, donc, ce que je disais, un système d'alerte où tu peux aller voir en tapant un numéro de téléphone de client ou une adresse mail ou une plaque d'immatriculation,
Si le client a été signalé comme problématique, alors ça va du lapin à l'agression physique. Et tu peux toi-même faire un signalement d'un client ou d'un prétendu client selon la situation, mais en tout cas qui aurait été problématique. Et donc ça, c'est déjà hyper important pour se protéger. Ça fonctionne sur parrainage, marrainage. Donc par exemple, si tu connais une TDS, tu lui dis bon, est-ce que tu es sur Jasmine, est-ce que tu peux m'inscrire dessus? D'accord. Et du coup, voilà. Donc en fait, il y a que des TDS qui ont accès au système d'alerte. Il y a aussi un autre truc qui doit être disponible sur le site de Paris Sans Sida. Donc il y a aussi un annuaire en plusieurs langues. Et donc ouais, c'est un annuaire qui a été créé, je sais plus, il y a 1 an, et du coup qui donne des infos sur les différents services qui existent sur les différents territoires. Donc ça permet un peu aussi d'avoir ça, et ça tient. Enfin, tu vois, c'est juste un fichier. PDF, et t'as tout dessus, avec 2-3 infos aussi sur les droits, etc. Et donc comme ça, en plus, ça peut se transmettre hyper facilement. Avant de conclure, je te propose qu'on passe à la dernière partie qui s'appelle l'instant photo. Le principe, c'est que je te montre une photo et que toi, tu dises ce qui te vient. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, Okay. ce que tu veux. Alors, on va commencer par cette photo. Ah, c'est Mathilde. Alors, il se trouve que je suis allée à un de ses concerts très récemment, et que je pense avoir vécu le meilleur concert de toute ma vie à cette occasion, parce que c'était absolument incroyable. Quand dire, j'ai beaucoup ri. Je m'attendais pas forcément à rire à un de ces concerts, mais j'ai beaucoup ri et j'ai beaucoup pleuré aussi. Et j'ai vécu beaucoup d'émotions très fortes. Ce que je lui ai dit, d'ailleurs, directement quand même, parce que ça me paraissait important. Mais ouais, c'était vraiment un moment très très fort pour moi. Donc ouais, je l'admire énormément. Je trouve cette personne absolument incroyable, et je trouve qu'elle a une façon de poser des mots sur plein de choses qui est extrêmement belle, poétique, juste, et voilà. Et si un jour elle veut écrire une chanson sur les TDS, qu'elle ne dit surtout pas. Alors, on passe à la suivante, qui est celle-ci. Ah, c'est mon chien. Donc ça, c'est mon toutou, Sherlock, à la plage. C'est une des premières fois qu'il voyait la mer. Parce que moi, j'habite à la campagne, quoi. Donc il n'y a ni la mer ni les montagnes proches. Donc ouais, et que puis-je dire, mon toutou, c'est un peu l'amour de ma vie. C'est la terreur de mes clients, mais voilà, c'est mon garde du corps, c'est mon compagnon de tous les instants, c'est mon thérapeute, c'est tout ce qu'on veut. Donc ouais, et qui est presque plus connu que moi sur mes propres réseaux sociaux, presque plus de fans que moi, je dois dire. Je commence à hésiter à lui créer un petit, je sais pas, un petit compte pour lui-même, voilà, parce que tout le monde le connaît avant moi, presque. Et voilà. Alors, on passe à la dernière, et c'est celle-ci. Dignité. Waouh, c'est hyper compliqué. Dignité, c'est souvent le mot qu'on nous balance un peu à la tronche quand on est TDS pour dire que notre activité n'est pas est une comment dire, est une atteinte à notre dignité. Je pense que les personnes qui ont ce genre de discours n'ont aucune idée de ce que la dignité est. Et en fait, je pense que si ce qu'on
faisait était si indigne, on ne le ferait pas. Et je pense qu'on est plus digne que la majorité des personnes à le faire. En tout cas, à titre personnel, je me sens tout à fait digne et fière de mon activité. Je veux juste envoyer de l'amour à tous mes collègues. Voilà.